rencontres et des trucs comme ça, des bancos. On est super heureux de ce qui se passe autour de ce projet transverse. Ce petit détour fait parce que Benoît va participer à ce projet, il a été filmé tout à l'heure, il y aura peut-être d'autres rushs, etc. C'est parce qu'actuellement dans le Lot, en tout cas il y a beaucoup de choses qui se font. On n'a pas forcément à l'esprit que c'est la transition, mais il y a beaucoup de choses qui se font. Et il y a vraiment besoin de savoir qu'à côté de chez nous, il y a des choses qui se font, en plus de celles qu'on fait déjà. Parce que je crois qu'on a besoin de se sentir nombreux, qu'actuellement on divise plutôt que de rassembler. Donc l'idée c'est de rassembler. C'est pour ça qu'on a fait appel à Benoît, on sait que certains l'ont peut-être déjà vu à Gramat il y a quelques temps de ça. Et ça nous paraissait important de faire revenir sur le festival, en lien avec le film, avec tout ce qui se passe dans le Lot, pour discuter de la question de l'avenir, où il y aura, sinon pas, du moins beaucoup moins de pétrole, et qui ne sera pas aussi disponible qu'actuellement. Là, je vais laisser après la parole à Benoît, qui va nous expliquer tout ça. Et surtout, d'imaginer ensemble les voies de sortie. Parce qu'on va arrêter de pleurer, de se dire, de se faire mal. On va surtout chercher à imaginer ensemble les voies de sortie. Alors peut-être pas aujourd'hui, mais l'objectif il est là. C'est ensemble comment on peut essayer de sortir par le haut et pas se retrouver noyé avec ce que veut produire le modèle dominant. Voilà. Donc je laisse la place à Benoît parce que j'ai déjà été trop long. Voilà. Bonne conférence. Donc on a parlé des découvertes, des réserves. Le problème c'est que c'est bien joli d'avoir du pétrole dans le sous-sol, mais ce qui compte c'est pas tellement d'avoir dans le sous-sol, c'est de pouvoir le mettre dans notre réservoir. Donc d'être capable de l'extraire, de le transporter, de le raffiner, de le distribuer suffisamment rapidement pour que tout autour de la planète, tous les consommateurs puissent avoir en temps réel une réponse à leur demande qui ne cesse d'augmenter. Ça c'est ce qu'on appelle la capacité de production. Et évidemment, c'est ça qui est le plus important, c'est-à-dire en gros c'est la taille du robinet, quoi. Alors la capacité de production, avec quelques années de décalage avec les découvertes, on a vérifié la rentabilité des projets, tout ça, et donc la production commence. Et puis elle augmente, jusqu'en 2012, bon, et donc on voit qu'on a consommé à peu près 1300 milliards de barils. Donc là on se dit, ah tiens, on rappelle quelque chose, ça, il nous en reste 1300, on en a consommé 1300, tiens, on en serait à peu près à la moitié. Bon, ça veut dire qu'on est encore tranquille pendant un bon moment, puisqu'il nous en reste encore la moitié du pétrole. Alors, c'est ce qu'on va voir. Alors, quelle est la capacité de production actuelle aujourd'hui dans le monde? Donc, aujourd'hui, la capacité de production, c'est 32 milliards de barils par an. Voilà. Donc, tous les ans, l'ensemble des producteurs réunis sur la planète produisent 32 milliards de barils. Alors, pour essayer de vous imaginer ce que ça représente en termes de volume, d'accord? Vous imaginez la surface du Lot, d'accord? Imaginez la surface du département. Déjà, essayez de vous imaginer ça, ce que ça peut donner. Okay. Et donc, vous imaginez une baignoire d'à peu près 1 mètre de profondeur qui ferait la surface du département. Voilà. Donc là, vous avez vos 32 milliards de barils. Donc ça, c'est ce que l'on sort du sous-sol tous les ans pour brûler dans nos réservoirs, faire les plastiques, les médicaments, les machins, tous ces trucs-là. Voilà. 32 milliards de barils, c'est la capacité de production mondiale actuelle. La question est donc, quel va être l'avenir de cette capacité de production, puisque comme je vous le disais, la demande ne cesse d'augmenter, donc il faudrait que la capacité de production, elle aussi, ne cesse d'augmenter. Alors, le calcul extrêmement simple pour connaître l'avenir de la capacité de production, c'est celui que l'on voit partout dans les médias, etc., c'est de faire ce petit calcul. Bon. Il nous reste 1383 milliards dans les réserves, on en consomme 32 tous les ans, donc on divise l'un par l'autre, il nous reste 43 ans de pétrole à consommation constante. Ok? Donc ça c'est ce qu'on nous annonce un peu partout en nous disant regardez on est tranquille encore pendant 40 ans avec le pétrole. Donc on met ça en courbe, ça donne ça. 43 ans à consommation constante. Puis alors le 1er janvier 2055, hop là, circuler, il n'y a rien à voir, plus une goutte dans les réserves. Voilà. Donc on passe de 32 milliards de barils par an à 0, les réserves sont vides. Donc là, je reviens à mon histoire de cailloux de tout à l'heure, d'accord? C'est pas un réservoir de voiture, donc on va pas le vider au même rythme jusqu'au bout, ok? Et donc, ce truc-là, ça n'existera pas, ça ne correspond à aucune réalité physique. C'est pourtant comme ça qu'on nous dit qu'il nous reste 40 ans de pétrole, 40 ans de tranquillité, alors que ça ne correspond à aucune réalité physique.
Donc ce qui va se passer dans la réalité, c'est que dans 40 ans, il y aura encore du pétrole dans le sous-sol, c'est sûr. Par contre, on sera bien incapable de le produire au même rythme. Et donc, la production, elle, va commencer à décliner bien avant les fameux 40 ans dont on nous parle. Donc c'est ce qu'on appelle le pic pétrolier. C'est le moment où l'ensemble des producteurs réunis ne sont plus capables d'augmenter leur production et où la production globale commence à diminuer. Et vous comprenez bien qu'avec ça, ce qui est important, c'est pas le moment où les réserves sont vides, c'est le moment où l'offre ne peut plus répondre à la demande. C'est ce moment-là qui est crucial, surtout dans un monde de spéculation dans lequel nous vivons, d'accord, et où on se rend compte qu'évidemment les prix explosent dès l'instant où on n'a plus suffisamment d'offres par rapport à la demande. Donc ça, c'est un enjeu extrêmement important. Et comment pourrait-il en être autrement? Parce qu'à l'époque, là, ce pétrole-là, super facile à extraire, on faisait un trou dans le sol, hop, ça jaillissait. Puis alors maintenant, il faut aller chercher des sables bitumineux, il faut aller au milieu de l'océan, faire des plateformes à 15 milliards d'euros pour aller chercher du offshore profond à 6000 mètres de profondeur. Il faut commencer à prévoir des plateformes pour aller en Arctique qui peuvent résister aux collisions avec les icebergs et tout. Enfin, on en arrive à des trucs absolument hallucinants. Et donc, comment voulez-vous, évidemment, qu'on augmente encore notre capacité de production? Évidemment, physiquement, ça ne sera pas possible. On peut mettre tous les prix qu'on veut, il y a un moment où la technique n'arrive plus de toute manière à augmenter ça. Alors, bien sûr, il y a un lien très fort entre le prix du pétrole et ces problèmes liés à la production. Sauf qu'aujourd'hui, personne ne le dit, d'accord? Quand on nous parle du prix du pétrole, on nous parle du problème avec l'Iran, Israël, on nous parle du problème entre le dollar et l'euro, etc. Bien. Certes, c'est un impact. Mais, donc là, vous voyez sur cette courbe l'évolution des prix du baril depuis 97 jusqu'à aujourd'hui. Et qu'est-ce que 97? On voit une petite variation du prix du pétrole, bon, très bien, mais c'était pas méchant, hein. Ça variait tranquillement, pas de souci. Et puis, à partir de 2004, nous sommes arrivés à un moment où la production de pétrole conventionnel a commencé à plafonner. C'est-à-dire qu'on avait plus de gisements en déclin, de gisements qui avaient passé leur pic de production, que de gisements nouveaux qui permettaient de compenser. Donc, on commençait à plafonner sur la production mondiale de pétrole conventionnel, et à ce moment-là, comme par hasard, eh bien, le prix du baril a commencé à exploser, donc à ce moment-là, on n'en parlait pas beaucoup. Et puis, évidemment, eh bien, une pente énorme jusqu'en 2008, où là, je pense que tout le monde se souvient de ce qui s'est passé en 2008, le prix du baril a monté à 140 $, ça a été énorme. Alors, il y a eu une crise, évidemment, mondiale, financière, économique, on l'appelle comme on veut, mais personne n'a appelé ça un choc pétrolier. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que le prix du pétrole était cher, on a eu une crise économique, mais personne ne fait le lien entre les deux. Sauf qu'aujourd'hui, la plupart des experts estiment que c'était surtout un choc pétrolier, parce que notamment les Américains sont extrêmement dépendants du pétrole, ils sont très peu taxés sur l'essence, et donc les foyers les plus modestes, qui ont vu le prix de l'essence exploser, littéralement, en très peu de temps, se sont retrouvés confrontés à un problème majeur qui était: est-ce que je peux payer mon crédit ou est-ce que je continue à prendre ma voiture pour aller au boulot le matin? Voilà. Et que globalement, eh bien, tous les foyers les plus modestes se sont retrouvés pris à la gorge, et tout ce qui était plus fragile dans l'économie américaine s'est effondré petit à petit, et ça a déclenché toute la suite que nous avons connue. Donc, voilà. Il y a un lien très fort entre quand même ce prix du baril et la crise financière que nous avons eue liée à cette spéculation sur les marchés. Donc évidemment, crise, qui dit crise dit baisse de la consommation. Si la consommation baisse, le prix s'effondre, parce qu'il y a plus d'offres que de demandes. Et donc on s'est retrouvé avec un prix du baril à 30 $, et là tout le monde a dit: oh bah finalement vous avez vu, il n'y a pas de problème avec le pétrole, donc hop, la croissance peut repartir. Et ça repart, mais sauf que très rapidement, à nouveau, on arrive à des chiffres extrêmement importants, avec en 2011 une année record. C'était la première fois qu'on avait un prix moyen du pétrole supérieur à 100 $ sur l'année. On était à 111 $ en moyenne sur l'année. Donc c'était eh bien une année exceptionnelle dans l'histoire du pétrole. Donc voilà, il y a vraiment un lien très fort entre ce qui se passe aujourd'hui, entre les prix du carburant et les problèmes de production pétrolière. Ce petit graphique, c'est juste pour vous montrer. Donc en haut, vous avez l'évolution du PIB mondial, d'accord, de la croissance du PIB mondial, et en dessous, l'évolution de la production de pétrole mondial. Voilà. Et donc, il faut vraiment avoir conscience de ça, hein, qu'on ne fait pas de croissance économique sans augmenter la production de pétrole. Et de la même manière, quand il y a une récession, la production de pétrole diminue, mais on ne fait pas, si vous voulez, de croissance sans augmenter la production mondiale de pétrole. Dans l'histoire, ça ne s'est jamais vu. Donc, il y a un lien extrêmement fort entre les deux. Ça aussi, c'est un phénomène très important.
Donc quand aujourd'hui on veut nous vendre de la croissance pendant 30, 40, 50 ans, si on ne fait pas le lien avec les problèmes physiques qui sont associés à cette croissance, eh ben, on se rend compte qu'il manque un truc dans le discours. Je fais un clap. Ok. Attends. Interview Benoît première. Je pense que déjà l'idée de la transition qui consiste à créer du lien, c'est-à-dire que le principe des territoires en transition, c'est pas forcément de réinventer la poudre. D'accord ? On sait très bien que sur la plupart des territoires, il y a déjà des initiatives qui existent depuis bien longtemps, concernant l'alimentation, concernant la santé, concernant la mobilité et tout ça. Donc l'idée, c'est pas de réinventer tout ça, c'est de faire en sorte que, eh bien, on crée du lien et on montre que toutes ces initiatives vont dans le même sens. Et que donc il y a une espèce de coordination et que voilà, tout ça, ça participe au changement de nos modes de vie, de manière à montrer à quel point, eh bien, on est un groupe et on n'est pas juste, nous on s'intéresse à l'alimentation, nous on s'intéresse à la mobilité. Donc je crois que ça c'est la première chose, c'est de réussir à créer ce lien, et je crois que c'est ce qui est en train de se faire ici. Et dans la plupart des territoires où je vais, je me rends compte que c'est ce qui est aussi en train de se faire. Dans la Loire, par exemple, il y a un mouvement Loire en transition au niveau départemental qui a pour objectif de créer du lien entre toutes les initiatives du département. Dans l'Aude, pareil, il y a Aude en transition où là ils ont décidé, tous les petits villages ruraux comme ça qui ne savent pas qu'à côté ils font la même chose, et hop, on crée du lien entre eux pour bien montrer qu'il y a une force, qu'il y a des gens qui se mobilisent. Et donc je pense que c'est vraiment sur cette fédération qu'on va réussir à montrer qu'il y a vraiment justement ce mouvement de fond dont tu parlais tout à l'heure. Et je pense qu'il faudrait du coup, avec cette amplification de la visibilité de tous ces groupes, eh bien on va donner envie aussi aux gens de venir. Ce qui est intéressant et ce qui est assez nouveau quand même dans ces démarches-là, c'est le côté constructif et positif. Aujourd'hui, ça fait pas mal de temps maintenant qu'il y a des militants qui sont dans la lutte contre le nucléaire, contre les OGM, contre les produits chimiques et toutes ces choses-là. Et donc des gens qui se fatiguent depuis des dizaines d'années à être dans la lutte, et c'est fatigant. Et là, ce qui est intéressant, c'est, ok, d'accord, il faut s'opposer à des projets, mais là, la question c'est qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on veut construire pour notre avenir ? Et ce côté positif donne envie de rejoindre en fait ces initiatives. Donc, d'une part fédérer et d'autre part montrer le côté positif de la construction, d'envisager l'avenir tel qu'on a envie de le construire. Et ça, il faut évidemment ne rien attendre et tout faire pour amener les élus à nous accompagner dans cette démarche-là. Donc la démarche du mouvement des territoires en transition, c'est de dire ça, c'est-à-dire on est citoyen, on a des besoins essentiels, on a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin de se soigner, on a besoin d'avoir un toit sur la tête, de se chauffer. C'est des besoins essentiels, vitaux, pour lesquels il faut qu'on ait une réponse en toutes circonstances. Donc soit l'État comprend que si on n'a plus de pétrole, on a une remise en question de ces besoins qui sont fondamentaux, soit si l'État ne le comprend pas suffisamment tôt, nous, il faut en tout cas, avec notre intelligence et notre capacité d'anticipation, qu'on commence dès à présent à préparer ça. Donc voilà, j'ai envie de dire, il ne faut pas être dans une logique d'opposition, de dire il faut qu'on fasse complètement à l'opposé, etc. Mais il ne faut pas attendre en tout cas pour se mettre en marche. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire, et faire en sorte que les citoyens, par leur action, par leur mouvement, sensibilisent leurs élus, qui eux-mêmes vont accompagner leurs citoyens dans cette démarche. Les élus locaux eux-mêmes vont influencer les élus au niveau départemental, régional, etc., et faire en sorte que ça remonte. Jusqu'à présent, on a fonctionné dans un système un peu descendant, vertical, et là, il faut essayer de fonctionner dans l'autre sens, et faire en sorte de remonter des initiatives qui aujourd'hui, parce que on voit très bien comment ça s'est passé avec Copenhague. Copenhague, on avait un consensus scientifique, 2000 scientifiques qui étaient d'accord sur quelque chose. Tous les pays se retrouvent et là, aucune décision qui est prise. Donc là, on se rend compte qu'à un moment donné, les volontés des pays et des gouvernements sont tellement divergentes qu'on n'arrivera pas à trouver un consensus. Donc si on attend qu'il y ait un consensus pour agir et pour modifier nos modes de vie localement, on ne le fera pas et on va subir, on ne va rien préparer. J'ai envie de dire préparons plutôt que subir, c'est toujours plus sympathique. Et donc voilà, c'est un peu dans cette logique-là que j'incite en tout cas. Il faut sortir de la logique de compétitivité, parce que de toute façon, compétitivité, il n'y aura pas. Aujourd'hui, le mode de vie qu'on a avec l'énorme dépense énergétique que nous avons n'est possible que parce que justement toute cette énergie et ces ressources que nous exploitons, on les exploite à un prix qui n'est pas un prix réaliste et un prix réel. Donc la consommation d'énergie et le mode de vie que nous avons est basé sur un gaspillage des ressources et un pillage des ressources, je dirais.
Donc de toute façon, le système économique et le mode de consommation que nous avons n'est pas le bon. Donc il ne faut pas chercher à être compétitif avec des supermarchés parce que c'est simplement le modèle du supermarché est voué en fait à s'arrêter, à se terminer, parce qu'il dépend effectivement de l'énergie pas chère, il dépend du fait que les choses viennent de très loin, avec une main d'œuvre à bas prix, etc. Donc l'idée c'est pas de la compétitivité, c'est de faire comprendre quel est l'intérêt d'avoir localement des productions qui se remettent en place. À partir de là, on se rend compte que si on est en vente directe, on a beaucoup moins d'intermédiaires et que même si à la production on est un peu plus cher, on peut s'y retrouver globalement. C'est-à-dire que déjà d'une part on a de la meilleure qualité, on sait ce qu'on mange, on sait avec quoi on soigne, etc. Et donc ça change déjà pas mal la donne. Aujourd'hui, si vous demandez à quelqu'un qui a une AMAP, est-ce que vraiment les légumes sont beaucoup plus chers que s'ils les achètent au supermarché? Je suis pas sûr qu'ils soient vraiment. Je suis pas sûr que ce soit beaucoup plus cher dans la MAP que dans les supermarchés. En général, les gens ont du mal à finir leur panier tellement il y en a. Bon. Donc je crois que l'important c'est de comprendre que ce modèle-là, qui casse les prix mais qui sont des prix complètement faussés, est voué à l'échec et que si on ne transforme pas cela en amont et qu'on d'ores et déjà on ne se met pas à consommer différemment, eh bien demain quand les supermarchés, parce que ça peut être du jour au lendemain, du jour au lendemain les camions n'arrivent plus dans les supermarchés, ça peut être très rapide. Donc si les gens n'ont pas compris ça, d'où l'importance de la phase de sensibilisation, de comprendre que ce modèle-là est une impasse et qu'il faut qu'on vive différemment. Voilà. Donc pour moi, il n'y a pas de compétitivité possible, c'est pas cette idée-là, c'est vraiment de réussir à expliquer pourquoi on ne peut pas faire autrement et pourquoi il faudra juste changer nos modes de consommation et peut-être du coup vivre différemment à tout point de vue. Par rapport, ça rejoint un peu ce que je disais juste avant par rapport à la lutte aussi. Souvent des gens aimeraient faut faire tomber le système capitaliste, etc. Puis qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse face à toutes ces grandes industries? J'ai envie de dire, n'essayons pas de lutter contre ou d'être compétitifs, parce que je pense que c'est pas possible, c'est des forces tellement énormes que l'idée c'est pas d'essayer de les faire tomber, c'est simplement de les marginaliser, c'est-à-dire que c'est en sortant en fait de ce système-là et il n'y a personne qui va vous empêcher de faire une AMAP, quoi. Sauf si effectivement le gouvernement se décide à faire des lois qui interdisent des AMAP, bon. Mais l'idée c'est de dire, voilà, si on veut produire et consommer localement, on produit, on consomme localement, et vous n'arriverez pas à imposer qu'un supermarché ferme, sauf à arrêter d'aller dans le supermarché. On peut lutter contre on peut dire ah Total c'est pas bien, il va chercher du pétrole. Ouais, mais tant que les gens consomment du pétrole, Total continuera d'aller chercher du pétrole. Et il ira chercher des sables bitumineux, il ira faire tout ça parce que aujourd'hui les gens sont prêts à payer le prix fort pour avoir du pétrole. Donc à un moment donné, tant qu'on ne change pas nos modes de consommation, eh bien, le mode de production et de distribution lui-même ne changera pas. Donc vraiment, notre rôle de consommateur et la prise de conscience du consommateur est vraiment fondamentale pour réussir à inverser les choses.